Bonjour pêcheurs, je fais une rapide vidéo avant de repartir travailler. Suite à celle que j'ai vue sur le site du Fishing Club dimanche, c'était très intéressant, toujours à peu près avec la même équipe, qui traitait de deux sujets. Le premier c'était un leurre que je ne pratique pas, donc je n'en dirai rien. La deuxième partie c'était sur les compétitions de pêche au leurre. Et donc on avait autour de la table d'éminents pêcheurs et compétiteurs qui faisaient le constat commun qu'en France, c'était à peu près fichu. Ça ne marchait pas, il n'y avait pas de poisson, comme disait Gary Venn, pas de poisson, donc je ne vais pas en compétition. Alors je voulais apporter mon éclairage, mon grain de sel sur cette question, à la fois en tant que pêcheur, observateur, et puis en tant qu'ancien compétiteur de pêche au cou. Donc je voulais apporter mon éclairage, mon grain de sel à cette émission. Mais comme ça serait un peu long de le mettre en commentaire sur le site du Fishing Club, je me suis dit qu'autant faire une vidéo et puis la regarderait qui voudrait. Alors, ça m'a interpellé cette histoire de compétition carnassier, pêche au leurre. Moi-même, je suis un ancien compétiteur, pas de très haut niveau, mais j'ai fait des concours de pêche et des compétitions en pêche au cou. J'en garde un bon souvenir, même si j'ai décidé à un moment donné d'arrêter, pour des raisons que j'expliquerai peut-être. Et je ne suis pas étonné du fait que la compétition de carnassier, de leurre, ne fonctionne pas, alors que la compétition de pêche au cou fonctionne très bien. On a encore des compétitions, il n'y a eu pas longtemps le championnat du monde, donc les choses se passent très bien. Alors pourquoi pour répondre à cette question, il faut se poser celle de l'intérêt d'une compétition, à la fois du point de vue de l'organisateur, ou de ceux qui sont à côté de l'organisateur, et du point de vue des compétiteurs. Du point de vue de l'organisateur et de ses soutiens, une compétition, un concours de pêche, c'est toujours une vitrine commerciale. On y voit, selon l'ampleur de la compétition, les grandes marques que nous connaissons tous. On est habillé aux couleurs de Sansas, Garbolino, Ramo, Milo, Tubertini, etc. Et les représentants de ces marques sont là, prennent part au concours, les revendeurs sont là aussi, etc. Bon. Donc il y a un impact fort de ces marques à être présents sur les concours et les compétitions, et même les organiser elles-mêmes. Par exemple, le challenge Sansas, auquel j'ai participé une année. Du point de vue des compétiteurs, quel est l'intérêt de prendre part à des concours? Toujours le même, on aime gagner, on aime montrer qu'on est bon, qu'on a été le meilleur, qu'on a fait les bons choix, etc. On se valorise soi-même, donc il y a cet aspect-là. Il y a un aspect gain pécuniaire, mais il est faible, parce que pour la plupart des concurrents, vu ce que ça coûte la pêche et la pêche de compétition et de concours, ça n'est qu'une petite atténuation, si on gagne quelques dizaines d'euros, ou même quelques centaines, ça n'est qu'une petite atténuation des frais qu'on a engagés. On peut gagner un peu de matériel, bon, qu'on va revendre ou remplacer, peu importe, mais encore une fois, c'est pas du niveau, par exemple, de ce qui se passe aux États-Unis, puisque dans le cours de cette émission, on faisait référence à la pêche du black bass aux États-Unis, mais comparer la France et les États-Unis, c'est comparer la France et le Soudan du Sud. C'est hors de proportion. On ne peut pas imaginer en France que le vainqueur, celui qui a pris le plus gros poisson de l'année aux États-Unis, gagne $1 million dans l'année. Donc là, on devient un vrai professionnel de la chose. Ce n'est pas du tout notre cas. On est un petit pays avec des petites gens qui ont des petits moyens. Donc on fait des petits concours à notre échelle. Et ceux qui disent qu'il faut importer des États-Unis ce qui se fait là-bas se trompent, à mon avis, totalement. Donc, en France, nous avons cet intérêt de compétiteur, puis l'autre intérêt de la part de compétiteur, c'était le mien, c'est d'apprendre. Parce que, à la pêche, tout seul, on se dit ça va, on est bon, on arrive à tirer notre épingle du jeu, mais quand on est aligné avec un pêcheur tous les 10 ou 15 mètres, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Le poisson, il n'a pas le même comportement, il est un peu alerté. Et puis les autres
d'autres savent pêcher, souvent mieux que vous, et on apprend. On apprend de ses erreurs. Moi, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont mis la rousse, hein, et à côté de moi, ils disent, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir, alors ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on apprend des choses, etc. Bon. Donc c'est intéressant. Après, la limite de la compétition, c'est la raison pour laquelle moi j'ai arrêté, c'est que pour vraiment gagner et figurer, il faut y mettre des moyens considérables. En argent, en temps, il faut se déplacer partout. Je me souviens, l'année où nous avions fait le Chansas, on a fini troisième en partant de la fin. C'est l'équipe d'Angleterre qui a gagné, ils étaient là depuis une semaine avec un matériel dément. L'équipe de France ou l'équipe Chansas, c'est à peu près la même chose, elle a dû faire deuxième, etc. Bon. Ils sont très bons pêcheurs et en plus ils mettent des moyens que le commun n'aura pas. Donc les compétiteurs, et c'est la même chose, on le voit avec cette émission de Fishing Club, sont liés à des marques, à des revendeurs, à des importateurs, etc., qui leur permettent d'aller à la pêche, de représenter leurs couleurs. Donc c'est aussi lié à l'intérêt qu'y trouve l'organisateur et sponsor. Donc on ne peut pas rentrer efficacement dans ce milieu fermé, à moins de faire ce métier-là et d'être parmi eux. Sinon c'est quasiment impossible. Mais ce n'est pas une critique, c'est un constat de ce qui se passe dans la réalité. Donc la pêche au coup, ça fonctionne. Et sur un modèle qu'on voudrait proche, la pêche des carnassiers, du leurre, ça ne fonctionne pas. Eh bien, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant du tout. Pour une raison très simple, qui tient à la pyramide de la prédation. Les espèces auxquelles on s'adresse quand on pêche au leurre, c'est le brochet, c'est le sandre, dans une moindre mesure le silure, qui vient troubler le jeu depuis quelques années. Ce sont les prédateurs. Les prédateurs qui sont en haut de la pyramide. Alors qu'en pêche au coup, on s'intéresse à tous les poissons, y compris ceux du plus bas. Les petits poissons blancs, qu'il s'agisse des ablettes, des goujons, des gardons, de tout ce qu'on voudra, y compris des alevins. Lorsqu'on n'a rien d'autre à pêcher en concours, on peut se mettre aux tout petits poissons. Au dernier championnat du monde, les compétiteurs se sont rabattus sur des petits poissons-chats de 6 grammes. Donc il faut sortir une technique spécifique pour viser ces tout petits poissons parce qu'on n'a pas de gros à prendre ce jour-là. Dans d'autres circonstances, on peut faire des bruges de 50-60 kg et des grosses brèmes, on met en œuvre une autre stratégie et une autre tactique. En pêche au leurre, si on ne s'adresse qu'au sommet de la pyramide, c'est-à-dire aux quelques carnassiers qui vont être dans le secteur, ça ne peut pas fonctionner. Alors, pour quelle raison je dis que ça ne peut pas fonctionner? Eh bien, pour une raison très simple. C'est que l'expertise du pêcheur ne peut trouver à s'exprimer que dès lors qu'il y a un certain nombre de touches, qu'il y a de l'activité. Le pêcheur va essayer quelque chose. Il va partir de l'idée que peut-être il y a tel type de poisson, à tel type de profondeur, sur tel endroit, il va essayer. Si ça ne marche pas, il va essayer autre chose. Jusqu'à ce que quelque chose se passe, qu'il y ait un suivi, une touche, une attaque, un poisson pris, quelque chose. Et là, il va pouvoir se dire, ah tiens, ça fonctionne, j'en tire les conclusions que, le courant, le fond, etc., la marée éventuellement, donc je suis dans la bonne direction, je vais persévérer. Si ça s'arrête, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi est-ce que le poisson a changé de comportement? J'essaye de m'adapter le plus vite possible pour retrouver la solution. Mais s'il ne se passe rien, c'est toutes les techniques qu'il veut, toutes les profondeurs, il ne se passe rien, il ne fera rien. Et même s'il est très expert, il ne saura pas ce qu'il faut faire. Quelle est la bonne technique? Où est son erreur? Vous mettez le meilleur pêcheur du monde à la piscine municipale, zéro. Donc, quand on s'adresse à très peu de poissons, on fait un concours uniquement avec le brochet. Si on est sur un plan d'eau où il y a 25 brochets, que sur ces 25 brochets, il y en a la moitié qui sont gavés, qui sont en train de dormir, ils posent au fond, ils digèrent. Que sur la moitié qui reste, il y a la moitié qui va pas rencontrer de pêcheurs. Et il reste 6 ou 7 poissons. Si on a 100 compétiteurs, voilà quoi. La plupart n'auront rien à se mettre sous la dent. Donc même s'ils sont très bons, ça ne va pas trouver à s'exprimer. Donc ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement, comme le disait Gaël, il n'y a pas de poisson. La pêche du carnassier, c'est
c'est une pêche de chasseur. On va, on se met dans la nature, on essaye de deviner où le poisson peut se cacher, on ne fait pas de bruit, on arrive, bon, et peut-être de temps en temps on en prend un. Mais on ne peut pas dire, je vais aller au brochet, je vais en prendre 25, 30, 40. Ça n'arrive jamais. Alors que si on va à la pêche au gardon, à la blette, etc., donc on a un poste où il y en a un peu, si on fait un petit score, on fera peut-être un demi-kilo, 1 kilo, si on fait un gros score, on fera peut-être 10 ou 20 kilos, mais on va quand même arriver à faire quelque chose. Donc, quand on s'adresse à des populations très faibles comme celle-là, il ne faut pas s'étonner. C'est comme quand on organise en mer des pêches au thon, où on dit, à Fosse ou en Port-de-Bouc, etc., on dit, bon voilà, la maille légale c'est 30 kg, mais la maille du concours c'est 100 kg. Il y a 40 bateaux qui partent, qui vont au large, il y a 44 bateaux qui rentrent bredouille. Parce que personne n'a pris un poisson de plus de 100 kg. Donc l'année d'après, il n'y a plus que 20 bateaux. C'est normal. Donc, quand on s'assigne des objectifs inatteignables, il ne faut pas s'étonner des choses. Donc je crois que si la pêche de compétition au leurre veut réussir, il faut qu'elle prenne en compte les biotopes où ça se trouve et qu'elle sache si elle les corrige ou si elle ne les corrige pas. Parce que, en matière de pêche de la truite de compétition, qu'est-ce qu'on observe? On avait vu ça lorsque les Italiens ont inventé la bombette. Ils déversaient dans un plan d'eau énormément de truites arc-en-ciel ou autres, et puis on avait des manches de 1/4 d'heure, très vite, où il fallait montrer sa technique pour vite ramener le plus de truites possible. En pêche aux appâts naturels, en rivière, actuellement à la longue canne, c'est pareil. Même si c'est une rivière, la veille et l'avant-veille, on déverse des quantités incroyables de truites pour que la compétition ressemble à quelque chose. Parce que sinon, s'il y a un compétiteur tous les 10 qui prend un poisson, ça ne veut rien dire. En pêche, et pour avoir discuté avec beaucoup de pêcheurs et parfois de grands pêcheurs de compétition, la chance, le poste, c'est entre 50 et 80% de la réussite. D'accord? Un très bon pêcheur sur un mauvais poste, il va limiter les dégâts, il va gratter là où un pêcheur comme moi, moyen, va faire capot. Ben lui, il saura peut-être 2-3 poissons, faire quelques points, etc. Dans un poste de la gagne, un pêcheur comme moi, moyen, fera peut-être 2e ou 3e du secteur, peut-être que je gagnerai, lui gagnera tous les coups. Parce que c'est mon poste, il va vraiment faire ce qu'il faut pour gagner. Mais la différence, elle n'est que de cet ordre-là, elle n'est pas gigantesque. Et elle tient au poisson présent. Alors, soit on modifie le biotope, fait comme avec la truite, on en déverse un maximum, soit on change la règle du jeu. Et on dit, nous allons faire au leurre ce qui se fait en pêche au coup avec les appâts naturels. Pêche au coup, on a le droit de pêcher des cendres, on a le droit de pêcher des brochets. Vous allez me dire, c'est pas facile de sortir un cendre ou un brochet maillé avec un bas de ligne en 10 centièmes. Mais on peut avoir des cannes au cou ou à l'anglaise plus puissantes, on a le droit de mettre des bas de ligne acier. La seule chose qu'on n'ait pas le droit de faire, c'est de mettre des leurres. Mais on peut mettre tous les appâts vivants qu'on veut. On peut très bien prendre un brochet avec un bouquet ou un silure, avec un bouquet de verre de terre, et l'animer un petit peu. C'est pas interdit. Donc la pêche au cou, elle donne une technique. Voilà, on a droit à ça, à tel matériel, à tels appâts, carnés, végétaux, en quantité réduite, de l'amorce, en quantité réduite également, une seule ligne à l'eau. Après, technique, canne, moulinet, même plombé de temps en temps. C'est libre à l'appréciation de chaque candidat. Si c'est du petit poisson qu'il y a à prendre pour gagner, il faudra prendre du petit. Si l'option favorable c'est de prendre du gros, il faut adapter sa tactique. Si demain, on invente des concours de pêche au leurre en disant tous les poissons comptent, on pèsera la totalité, vous avez simplement pour obligation d'avoir une seule ligne à la fois et de pêcher uniquement au leurre. Quel leurre? Tous les leurres, puisque le vorme en plastique existe, eh bien, on peut aussi utiliser des asticots en plastique, des verres de vase en plastique, des verres de terreau en plastique. On peut peut-être même leur mettre de l'attractant, les tremper dans du jus de verre de terreau coupé, pour peu que ce verre ne se retrouve pas lui-même à l'hameçon, donc ça sera toujours du leurre. Après tout, on met bien du parfum sur les leurres durs ou sur les leurres souples. Et on dit voilà, c'est libre. Si vous pensez que pour gagner, il faut prendre des petites perchettes, prenez des petites perchettes. Si il y a de beaux brochets qui traînent, essayez de prendre un beau brochet qui traîne. Les poissons maillés soumis à la maille,
devront être maillés, les autres non, et on verra l'arrivée. Et là, l'expertise d'un pêcheur pourra trouver à s'exprimer. Parce qu'il ne sera pas contraint de pêcher uniquement le brochet, que ce soit à la cuillère, que ce soit... voilà, il n'y aura pas que le facteur chance. Parce que s'il n'y a qu'un pêcheur sur 10, ou sur 20 ou sur 30 qui a la chance de capturer un poisson, pourquoi est-ce que ce serait, entre guillemets, le bon pêcheur? Ça peut très bien être un amateur, il a pris la vieille cuillère de mon père, il a lancé au bon endroit au bon moment, bim, il a gagné le concours. Ça n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle en compétition, en compétition de pêche au cours, on fait plusieurs manches, on alterne les parcours, les tirages au sort sont un peu guidés, on a tantôt une aile, tantôt une avant-aile, tantôt on est plus dans le centre du secteur, pour essayer de gommer un petit peu ce facteur chance, voilà. Qu'on ne gomme jamais totalement. Voilà la raison pour laquelle, je pense que Gaël a raison en disant je n'y vais plus parce qu'il n'y a pas de poisson. Et forcément il n'y a pas de poisson. À partir du moment où on décide de ne pêcher que la plus infime minorité des poissons qui sont dans le plan d'eau, ça va pas marcher. Sauf d'en avoir mis des quantités. Et là, ça devient plus tellement intéressant. Donc moi, je ne suis pas étonné de ce constat que font les spécialistes de cette pêche. Je sais que moi-même, je n'irai pas prendre part à un concours de pêche au brochet en me disant, déjà quand j'y vais tout seul, j'ai une chance sur X d'en piquer un. Alors quand on y va voilà, sur un bras de rivière, etc., et qu'on est 50, presque tout le monde sera capot. Pourquoi ça serait moi? Autant tirer au sort, quoi. Ça n'a pas de sens. Et je crois que s'il y a une réflexion à faire, elle doit aller dans le sens d'une pêche vraiment pluriespèce, qui ne se limite pas aux carnassiers, parce qu'encore une fois, les carnassiers ne sont que le tout petit morceau, le haut de la pyramide de la prédation. Il faut pouvoir tout prendre. On peut prendre des gardons au leurre. J'ai pris moi-même des carpes, c'était en pêchant la truite au leurre, des carpes. J'ai pris des carpes, j'ai piqué des carpes au spinnerbait. Ça arrive. Tout ça n'est pas impossible. Si on continue à s'axer sur les gros prédateurs uniquement, ne nous faisons pas d'illusions, hein, on ne fera jamais le concours des États-Unis sur des espaces immenses, avec des réserves halieutiques considérables, qu'on peut aller rechercher avec un équipement des bateaux surpuissants. Non, on est des Français, hein. Voilà, on ne mettra pas ces moyens-là, c'est sûr et certain. Je crois qu'on pourrait relancer une pêche de compétition au leurre, ça pourrait faire vivre les leurres, ça pourrait redonner goût à tout le monde, mais il faut penser les règles en s'inspirant de ce qui a marché, de ce qui continue de marcher, c'est-à-dire la pêche de compétition au coup, qui à ce jour ne souffre pas de désaffection ni quoi que ce soit. Les championnats du monde continuent tous les ans. Voilà, c'était juste ma réflexion sur cette question qui me semble intéressante, parce que, encore une fois, on apprend. En compétition, on échange, on rencontre du monde, ça peut être vraiment positif. Mais pas si on s'astreint, enfin, si on se condamne d'avance à des bredouilles monumentales. Ça ne motive personne. Voilà. Peut-être que certains seront d'accord, d'autres pas, c'est bien normal. À une prochaine fois.